je fais une parenthèse avant de creuser, d'approfondir mon analyse de Spinoza, pour rappeler que mon objectif est d'interroger la doctrine socialiste chinoise de la nouvelle ère, d'essayer d'en comprendre les fondements philosophiques, la cohérence philosophique. Et je rappelle que par le détour de Marx, on va retrouver Spinoza. Spinoza, auteur fétiche de Marx dans sa jeunesse. On sait que Marx a lu Spinoza, j'en ai déjà parlé, et j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette lecture ou cette relecture de Spinoza pour voir comment, donc, il peut être utile à une meilleure intelligibilité de la doctrine socialiste chinoise. Alors, nous en étions à ce concept de principe démocratique, la distinction chez Spinoza du principe et de la forme du gouvernement. Et je soulignais que, outre l'argument de l'intérêt général, que j'ai examiné dans la précédente discussion, dans le précédent podcast, il me semble que le principe démocratique chez Spinoza peut se reconnaître dans la rhétorique socialiste chinoise de la puissance. Un autre grand concept qui se traduit en chinois, on va voir comment, mais qu'on trouve évidemment chez Spinoza, et c'est la raison pour laquelle j'en parle. Ce qui signifie qu'on peut sans doute lire dans cette rhétorique chinoise un peu plus qu'une simple rhétorique de propagande, sans nier qu'elle puisse également servir aussi des objectifs de propagande, qu'elle puisse également poursuivre un objectif de galvanisation des masses. Mais le principe du gouvernement spinoziste, c'est la puissance ou la force d'exister. Et c'est donc sous cet angle et pour cette raison que le concept va m'intéresser d'un point de vue philosophique en ce qui me concerne. Et on trouve dans les discours de Xi Jinping tout un champ lexical de la puissance, tout un répertoire de citations choisies dans l'histoire impériale et pré-impériale de la Chine qui engrave l'idée dans le marbre de la poésie. Alors, je fais, avant d'y venir, une petite parenthèse pour dire que chez Spinoza, c'est dans l'éthique évidemment qu'il faut aller voir comment Spinoza définit le principe ou le concept de puissance dans la première partie de l'éthique, proposition 11 notamment, troisième démonstration, où Spinoza écrit posse existere potentia est, dans la traduction de la Pléiade, c'est à la page 319. Bon, chez les Chinois, alors que la notion de puissance ne trouve, pour la traduire en anglais, que le pauvre mot de power, dans lequel ou à cause duquel elle est malheureusement confondue avec la notion de pouvoir, comme je l'ai dit dans une précédente discussion sur ces questions de traduction. La notion de puissance chez les Chinois se décline au contraire dans une grande variété de synonymes dont la description sinologique est encore à approfondir. Je pense par exemple aux notions de sheli, aux notions de xiong ou de zhuangda. Et il y a bien d'autres termes qui renvoient, alors chez Xi Jinping en particulier, c'est lui qui nous intéresse au premier chef, à la possibilité d'affirmer une force d'exister sans haine, sans hostilité ni ressentiment, c'est-à-dire la possibilité de disposer des moyens qui permettent d'atteindre sa fin, de durer, de persévérer dans la poursuite de son objectif. Le verbe archétypique qui rythme les discours de Xi Jinping et traduit de façon récurrente ou lancinante cette philosophie socialiste chinoise de la puissance vitale, c'est, je crois, le verbe hongyang en chinois, le verbe rayonner. Voici une liste non exhaustive de ces citations solennelles et dont le commentaire montrerait à chaque fois qu'elle cisèle ou décline dans tous les contextes possibles cette idée directrice de la doctrine Xi. Je cite par exemple Xi Jinping, « Sans volonté,
on ne pourra rien réussir dans ce monde. Ou encore, vivre ou mourir, peu importe, pourvu que nos convictions se perpétuent. Ou encore, nos ennemis peuvent nous prendre la vie, mais ils ne peuvent nous retirer nos convictions. Ou encore, qui gagne le cœur du peuple gagne l'État, qui perd le cœur du peuple perd l'État. Ou encore, une pierre peut être brisée, mais sa durée reste intacte. Le cinabre peut être réduit en poudre, mais sa couleur ne change pas. On pourrait aussi citer « Celui qui se connaît est clairvoyant, celui qui se surpasse lui-même est encore plus puissant ». Je ne donne pas toutes les références, vous les trouvez dans les notes de bas de page de Xi Jinping entre Marx et Confucius, notamment ici à la page 254. Cette exaltation de la puissance individuelle se prolonge dans un lyrisme de la puissance collective. Je cite par exemple Xi Jinping, « Les troupes sont faibles quand elles sont déployées séparément et puissantes lorsqu'elles sont concentrées. » Ou bien, « Rien n'est impossible si on met en commun les forces et la sagesse de tous. » Ou bien, « L'amitié bien fondée défie la distance, elle est indissociable comme les doigts de la main et solide comme un rocher. » Ou bien, « Seul on est vulnérable, ensemble on est indestructible. » Peut-on reconnaître sous les formules lyriques de cette morale chinoise, empruntant à ces classiques, une éthique de la vertu? Sans doute pas, mais au sens spinoziste, une éthique vertueuse. Pour Spinoza, en effet, un gouvernement n'a de droit sur ces sujets qu'autant qu'il a de puissance, et il n'a de puissance qu'autant qu'il est capable de fédérer leur puissance. Force de fédérer, d'unir, de composer, comme dirait Spinoza, de composer des rapports en vue d'exprimer sa puissance. C'est précisément en quoi consiste cette énergie qu'est la vertu. Et c'est de cette vertu des gouvernants que dépendent la puissance agrégée, la liberté et la sécurité du tous, plutôt que d'une crainte inspirée par l'usage ou la menace de la force. C'est sur ce point que me semble vouloir insister Spinoza, bien que la distinction hobbésienne évoquée plus haut entre les républiques d'institution et les républiques d'acquisition montre que Hobbes est également soucieux de la qualité d'un pouvoir qui saurait ne pas se faire subir et ne pas se faire sentir, qualité qu'il aurait toujours si ce pouvoir procédait d'une connaissance scientifique de l'humain. Enfin, c'est ce que essaie de développer Hobbes dans son Léviathan. Spinoza est en tout cas plus réticent que Machiavel à l'emploi de la force brute dont l'efficacité est toujours moins durable. L'exercice du pouvoir est toujours l'expression d'une puissance qui atteint ses limites, c'est-à-dire au fond l'aveu d'une certaine impuissance. La vertu spinoziste est donc bien différente de la virtu machiavélienne, qui n'est qu'un autre nom de la force, du pouvoir, c'est-à-dire une force d'empêcher et de contraindre. Ici, une citation empruntée au Guangzi, ici je veux dire chez Xi Jinping, montre clairement où se situe Xi Jinping. Il dit « Un pouvoir qui répond aux aspirations du peuple devient puissant, tandis qu'un pouvoir qui va contre dépérit. » La puissance du prince est ici pensée comme la vitalité agrégée d'un peuple. La force ou la vertu du prince ne consiste donc pas à dominer ou à contenir son peuple, mais à coordonner ses aspirations pour lui permettre de les satisfaire. Il n'y a dans la lecture socialiste du Guangzi, pas plus que chez Spinoza, aucune valorisation de la force nue ou de l'efficacité du pouvoir qui voudrait simplement se maintenir pour lui-même, se conserver, mais on y lit cette préoccupation de garantir la durée d'un régime, oui, et la sécurité publique, par le seul moyen efficient, la vertu, c'est-à-dire la puissance capable d'agréger les puissances individuelles contributives. Cette vertu se traduit comme force dissuasive ou répressive face aux volontés hostiles.
c'est-à-dire face à ces volontés qui, in fine, lui apparaissent comme irréductiblement adverses et sans scrupules. La puissance inclusive du socialisme chinois n'est pas sans limite et elle génère ses propres adversaires. C'est ce que reconnaît Xi Jinping lorsqu'il énonce qu'il n'y a rien dont ne soient capables ceux qui ne connaissent pas la honte. Je cite Xi Jinping. Nous voyons qu'il y a une différence théorique entre ces deux régimes de fonctionnement de la force que sont la vertu et la virtu, c'est-à-dire entre l'efficience de la puissance et l'efficacité du pouvoir, si vous voulez, pour les distinguer. Mais en pratique, ce deuxième régime de fonctionnement est intrinsèquement lié et inséparable du premier, du fait des limites qui sont les siennes. Ce que je veux dire, c'est qu'il est absolument impossible au prince d'exercer sur ces sujets une puissance sans reste. Sa puissance ne fait que tendre en principe vers l'absolu, mais elle n'est pas absolue, et les difficultés politiques qu'elle n'a d'autre moyen que de régler par la force révèlent justement ses limites. Toute puissance a, en pratique, les siennes. Cependant, il me semble qu'il faut encore distinguer. Quoique dans les deux régimes de pouvoir et de puissance, on puisse également dire que la fin justifie les moyens, la fin est conçue différemment. La fin que poursuit la puissance efficiente, c'est l'augmentation de la puissance, c'est-à-dire l'inclusivité qui, pour augmenter ou pour se démultiplier, transforme l'obstacle en moyen et fait de l'adversaire un partenaire, alors que l'efficacité du pouvoir se borne à l'empêcher et le contraindre, sans voir qu'elle ne fait alors que refouler la menace à l'état latent, mais sans faire d'addition, et l'anéantit sans voir qu'elle n'a fait qu'une soustraction, mais toujours pas d'addition. Aucune puissance n'est assez étendue pour se dispenser de pouvoir, mais le propre d'une puissance digne de ce nom, le propre d'une puissance fidèle à son concept, c'est qu'elle n'exerce de pouvoir qu'à la marge. Tout pouvoir est bien l'expression d'une puissance, mais cette puissance du pouvoir est si limitée qu'elle n'apparaît au fond que comme l'expression ou l'aveu d'une impuissance. Voilà, si bien que je résumerai cette réflexion en disant que aucune puissance ne peut en pratique se dispenser du pouvoir, mais la plus grande puissance est celle qui y recourt le moins possible. La plus grande puissance est celle qui use le moins possible du pouvoir. Bon, on pourrait illustrer toute cette réflexion sur les limites de la puissance par une observation en géopolitique. Observation dont on tirera une prédiction à court terme. Si on considère que l'armée, la force militaire, est l'expression de ce pouvoir, non pas de la puissance, mais du pouvoir. Posons la question, combien y a-t-il de bases militaires américaines dans le monde ? Réponse, 745, je crois. Combien y a-t-il de bases anglaises ? Je crois un peu plus d'une centaine, 135, d'après ce que je me suis laissé dire. Combien y a-t-il de bases russes dans le monde ? En dehors de leurs frontières, toujours, bien sûr, je l'entends. 35. Combien y a-t-il de bases militaires chinoises en dehors des frontières chinoises ? Une, à Djibouti. Et donc, si le théorème que j'ai développé dans cette discussion est vrai, on peut en déduire l'effondrement prochain de la puissance américaine et l'essor de la puissance chinoise, puisque ceux qui se servent le plus de leurs forces armées, créant partout des guerres, des révolutions de couleurs, etc. Ce sont les Américains, ceux qui utilisent le moins leurs forces militaires en dehors de leurs frontières, ce sont les Chinois, et c'est peut-être l'une des raisons de leur attractivité, notamment en Afrique. Les Chinois, certes, conquièrent des parts de marché, mais ils le font par des contrats, ce qu'on appelle en chinois des accords gagnant-gagnant, et non pas par la force militaire. En tout cas, pas pour le moment, et c'est sans doute ce qui explique l'attractivité, la force inclusive de leur puissance, c'est-à-dire ce que j'ai appelé ici l'efficience
de la vertu, par opposition à l'efficacité du pouvoir. J'espère que ces concepts, qui sont relativement nouveaux pour tous ceux qui ne sont pas des lecteurs familiers de Spinoza, sont cependant relativement intelligibles, compréhensibles. Je vous propose d'y revenir et d'aller encore un petit peu plus loin dans ces questions de géopolitique, dans ces questions d'une géopolitique de la puissance au sens spinoziste du terme, dans une prochaine discussion. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.